Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast. Je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Aujourd'hui, je reçois Farida Nabourema, qui est activiste et écrivaine, hyper attachée et engagée pour les questions de défense des droits de l'homme et de la démocratie au Togo, mais plus généralement en Afrique. Bonjour Farida, comment tu vas? Je vais très bien et toi, Prince? Ça va, top. Merci de te joindre, d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Euh, Là, j'essaie de te présenter rapidement, mais je suis persuadé que j'ai raté plein de choses sur ce que tu fais. Donc, je vais te laisser me parler un peu de toi, des différentes initiatives que tu mènes, de ton boulot, pour commencer. Merci beaucoup. Je suis Farida Bemba Borema. Je suis originaire du Togo et je suis une militante activiste panafricaniste qui lutte pour la libération des peuples africains de toute forme d'oppression, que ce soit des oppressions politiques ou économiques. Et je suis également enseignant-chercheur. J'enseigne des relations internationales et je fais des recherches sur les questions de la prévention des conflits, de la violence et aussi du désarmement. Donc voilà ce que je fais professionnellement, qui à prime abord ne semble pas avoir de corrélation avec Bitcoin, mais bon, on aura l'occasion de parler de Bitcoin dans les minutes à venir. Exactement. Là, je me suis abstenu à dessein de parler de l'organisation de l'Africa Bitcoin Conference et je vois que toi aussi, donc on garde le meilleur pour la fin. Alors, en fait, je vais t'avouer que je t'ai connu, du moins les premières fois Mhm. que je t'ai lu, c'était dans un article de Cointelegraph, je crois, ou Cointribune, ou Bitcoin Magazine, je sais plus exactement. Mais en fait, un article qui avait été écrit par Alex, je crois, où il a Ah fait ouais. intervenir différents Africains vivant dans des pays ayant le CFA comme monnaie, notamment Fodé et toi. Et Mhm. j'ai trouvé hyper inspirant ton discours, ton histoire surtout. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu tes nombreuses interventions sur les médias crypto, des podcasts, des articles, des tweets incisifs, mais également les conférences que tu présentais, notamment celle à Miami, hein, la conférence à Bitcoin Miami, mais Mhm. aussi des conférences comme celle organisée par Alex et l'Organisation des droits humains, je pense que c'était à Oslo, où là-bas aussi j'ai écouté ton discours que j'ai trouvé extrêmement marquant. Donc, euh, on comprend, je sais pas si tu peux nous parler un peu de ton engagement par rapport aux droits humains, d'où ça vient, cet engagement en fait. Merci beaucoup. Bon, j'ai j'ai été engagée depuis un très jeune âge, du moins tous ceux qui me connaissent savent que j'ai été activiste depuis plusieurs années. J'ai commencé le militantisme à l'âge de 13 ans. Ça fait bientôt Ouais. 20 ans. Et donc, des fois, je me dis que je me rappelle moins de la période où je n'étais pas activiste parce que j'étais encore enfant que de la période où je le suis. Donc, toute ma vie, ça a été le militantisme. Mais cela, c'est parce que mon père avant moi a été un militant très farouche, acharné pour la démocratie au Togo et surtout contre l'impérialisme. Et mon grand-père avant mon père aussi a été un militant pour les indépendances. Les deux ont été arrêtés, torturés à plusieurs reprises. Mon grand-père sous l'époque coloniale française et quand Adema a pris le pouvoir en 67. Et mon père à plusieurs reprises quand Adema Gnassingbé était président du Togo durant 38 ans. Euh, la dernière fois que mon père a fait la prison, c'était en 2003, soit exactement 2 ans avant la mort de Adema Gnassingbé. Donc ça a été un combat générationnel dans ma famille.
Et donc, bon, je ne peux pas dire que j'ai été inspirée du genre, waouh, ce que vous faites, c'est formidable, je veux le faire. Mais ça a été un engagement qui est né de la frustration, de la colère, en fait, de voir autant d'injustices se passer et de voir si peu de personnes avoir en leur possession tellement de pouvoir sur la vie des gens, d'avoir le droit de vie et de mort sur les autres, et de voir autant de personnes amasser tellement de fortune et d'autres personnes vivre dans la précarité totale. Donc, mon activisme a été, en anglais on dit triggered, ça a été déclenché par tout un mélange de frustration, de colère. Et voilà pourquoi on le sent aussi dans mon approche à mon activisme que beaucoup pensent est extrêmement radical et très farouche. Mais je pense qu'il nous faut un militantisme à la hauteur de des abus que nous subissons avant de pouvoir venir à bout de cela. Ouais, je comprends. Enfin, moi, je comprends parfaitement, hein, dans le sens où moi, je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie en Côte d'Ivoire. Tu Mhm. vois, donc j'ai vu, j'ai subi finalement, en quelque sorte, tout ce que tu décris en fait dans ta lutte, dans ces éléments que tu présentes dans tes conférences, qui sont des manifestations euh, de ce schéma dans lequel les pays africains francophones sont, sont en quelque sorte. Et je comprends parfaitement. Par contre, ce que j'arrive difficilement, enfin, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Bitcoin et puis de d'abord tes premiers, comment dire ça, tes premières impressions quand tu as connu pour la première fois Bitcoin, et puis comment tu as passé le cap des idées préconçues qu'on peut avoir sur Bitcoin quand on n'a pas fait ses recherches, en quelque sorte. Et puis, Mhm. comment tu as passé le cap, en fait? D'accord. D'abord, j'ai connu Bitcoin comme tout le monde sur Internet durant euh, des conversations, des échanges. Et au début, pardon, je n'étais pas vraiment intéressée. Intéressée parce que à un moment donné de ma vie, tous mes efforts et toute ma concentration étaient sur comment venir à bout du régime militaire qui terrorise les Togolais depuis 50 ans. Donc, c'était ça ma vie. Je me lève le matin, du matin jusqu'au soir. C'est comment faire partir Fonya Singbe, c'est comment faire tomber le régime dictatorial au Togo, c'est comment chasser les impérialistes français du Togo qui contrôle toutes nos institutions depuis des années. C'est de ça que je vivais et c'est de ça que je respirais. Alors, je n'avais pas vraiment grand intérêt à tout ce qui était finance, Bitcoin, etc. Et c'est dans cette affaire de militantisme que C'est dans quelle année ça? on, on est précisément en 2018. En Ok. 2018, en 2017 précisément, des milliers de Togolais, des centaines de milliers de Togolais ont pris la rue pour exiger le départ de Foy Yassimbe. Quelque chose pour laquelle je milite depuis plus de 10 ans, avec la fondation de mon mouvement, le mouvement For Must Go. Et donc, aux heures de ce militantisme, je suis devenue l'une des activistes les plus en vue, étant donné que mon mouvement est For Must Go. À un moment donné, c'était un slogan de résistance, et parce que j'étais celle qui essayait de tirer la sonnette d'alarme en dehors du Togo, et notamment en dehors de la sphère francophone. Parce que très souvent, on a des manifestations au Togo. Le régime supprime ces manifestations avec la répression extrême, mais les gens en dehors du petit cercle francophone n'ont pas écho de ce qui se passe parce que les médias non francophones ne relaient pas. Ils ne sont pas souvent informés. Donc, j'ai pris sur moi de m'assurer que partout dans le monde, les gens sachent que les Togolais sont en train de lancer une révolution et sont en train de subir de graves répression de la part du régime. Alors, durant ces manifestations, il est arrivé un moment donné où des centaines de personnes ont été arrêtées. Et parmi ces personnes, il y avait
des gens que je connaissais d'autre part. Mais j'ai commencé à lancer des efforts pour essayer de soutenir ces prisonniers politiques. Et dans cette conversation, je me suis rendu compte que beaucoup ont été arrêtés pour différentes raisons durant les manifestations, mais l'une d'entre elles, c'était parce qu'elles ont financé des activistes en donnant de l'argent aux activistes. Pour d'autres, parce qu'ils ont eu des conversations sur WhatsApp critiquant le Mm. gouvernement, que le gouvernement a épié parce qu'ils utilisaient un programme d'espionnage appelé Pegasus, etc. Mm. Donc, à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'il y avait deux choses que le régime utilisait pour affaiblir les manifestations et détruire les mouvements de protestation. La première chose, c'est la surveillance accentuée. C'est-à-dire, le Togo, c'est un pays où l'espionnage a toujours existé. On a vécu à une ère dans les années 90 où même dans les taxis, les gens ont peur de parler. Dans les bars, il y avait des espions partout, même dans les salles de classe, dans les universités, dans les amphithéâtres, etc. Et à l'heure digitale maintenant, ils ont digitalisé l'espionnage. Et donc, quand les gens sont devenus conscients que maintenant l'État les épie, il y avait des conversations que les activistes arrivaient à avoir sur WhatsApp, sur Facebook, qu'ils n'arrivaient plus à avoir parce qu'ils avaient peur d'être surveillés. Et Mhm. ensuite, il y avait des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont donné de l'argent, tout simplement. Et donc, d'un côté, j'ai commencé à travailler pour voir comment est-ce qu'on pourrait exposer le régime pour ces pratiques qui sont abusives et qui violent nos droits et libertés civiles. Et dans cet effort, j'ai contacté des gens pour pouvoir nous aider à former des activistes togolais, des journalistes togolais sur la question de la sécurité digitale. Et ensuite, Mm. maintenant, j'ai essayé de chercher une alternative pour qu'on puisse lever des fonds de façon moins flagrante. Et en faisant ces recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des activistes qui ont déjà eu recours au Bitcoin dans d'autres parties du monde pour essayer de contrer le contrôle de l'État. Et donc, c'est là que c'est né en moi. D'abord, pour moi, c'était juste un outil pour pouvoir soutenir notre militantisme. Des gens Contourner la censure en quelque sorte. Exactement. Comment est-ce qu'on parce que la plupart des manifestations étaient financées par les gens de la diaspora. Quand les gens commencent par avoir peur que si j'envoie de l'argent, j'arrive au pays, on peut m'arrêter, parce que certains ont été arrêtés. Comment est-ce qu'on peut trouver des alternatives à long terme pour que l'État ne plus mettre les gens en prison juste parce qu'ils ont donné de l'argent à l'opposition ou bien au mouvement citoyen. Donc, c'était en faisant ces efforts, parce que pour moi, il faudrait qu'on puisse équiper la société civile togolaise, les mouvements citoyens togolais, de façon à ce que nous puissions résister à la répression. Et donc, nous devons innover dans nos méthodes de résistance, de la même manière que le régime aussi innove dans ses méthodes de répression. Et là, j'ai trouvé Bitcoin. Et au début, pour moi, c'était juste un outil. C'était juste un outil, rien de plus. J'ai commencé par l'explorer. Ensuite, j'ai commencé par essayer de voir comment est-ce qu'on peut le rendre plus accessible facilement. Comment est-ce qu'on... Et c'est là que j'ai découvert des plateformes où tu peux acheter de Bitcoin et l'envoyer, les gens le reçoivent sous forme de mobile money, etc. Et, et donc, j'ai commencé par promouvoir cela auprès d'autres activistes que je connaissais comme étant un outil. Parce que je suis dans un réseau où il y a beaucoup de militants qui luttent contre les régimes extrêmement despotiques comme ceux du Togo. Les activistes camerounais, zimbabwe, ougandais, etc. Donc, Mhm. j'ai commencé par en parler durant les ateliers de formation sur l'activisme et sur le militantisme, etc. J'ai commencé même par intégrer cela dans mes cours à l'université quand j'enseigne sur la résistance civile contre les régimes dictatoriaux. Et à partir de là maintenant, j'ai développé un intérêt qui allait au-delà du côté pratique de Bitcoin. Quand j'ai échangé avec une militante afghane, et la dame, elle est une ingénieure robotique et informatique. Et en Afghanistan, pendant des années, c'était interdit aux jeunes filles de travailler. C'est toujours le cas dans certains coins, ou à cause du fondamentalisme religieux. Aux jeunes filles, aux jeunes femmes de travailler. Donc, elle est formée sur la robotique et sur l'informatique. Elle leur donnait du travail en ligne, comme la création des sites, la maintenance des sites, etc. Et elle les payait en Bitcoin. Elle est payée en Bitcoin très tôt, depuis 2013.
Et pour certaines de ces femmes, à l'époque, au début, elles n'avaient pas grande utilité pour cette Bitcoin parce qu'elles ne savaient pas forcément quoi en faire, mais elles le gardaient quand même parce qu'elles ne savaient pas à quoi ça servirait demain. Et pour certaines de ces femmes, quand la valeur de Bitcoin a augmenté, elles ont pu vendre, elles se sont fait beaucoup d'argent et elles ont même acheté des billets pour fuir le pays grâce à cela. Et quand j'ai découvert ça, je me dis, waouh, c'est fort parlant. Ça prouve que nous, de notre côté, on peut l'utiliser pour contrer un système dictatorial qui veut suffoquer totalement les populations financièrement, afin d'empêcher que celles-ci puissent s'organiser contre eux. De l'autre côté, vous avez des gens qui l'utilisent pour contrer des restrictions religieuses qui sont établies depuis des milliers d'années. En fait, c'est pas aujourd'hui que des siècles, pardon, pas forcément des milliers d'années, mais des siècles. C'est pas aujourd'hui seulement que les femmes en Afghanistan ne peuvent pas travailler. Ça a été le cas depuis des siècles. Et ces femmes arrivent à contrer cela avec Bitcoin. Et donc, je me dis, pour une fois, nous avons une monnaie qui échappe au contrôle des États. Et j'ai commencé par faire plus de recherches là-dessus pour savoir comment est-ce que c'est viable. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser même à comment le Bitcoin est créé. Parce qu'avant, je l'utilisais sans forcément savoir comment ça fonctionne. C'était juste un outil pour moi. Mais là, j'ai commencé par faire des recherches sur comment c'est créé, par faire des recherches sur ce que c'est que la cryptographie d'abord. Et pour quelqu'un qui était très nul en mathématiques, j'ai commencé par sur les systèmes binaires, etc. Et un jour, j'étais là, puis je me dis, oh mon Dieu, vous pouvez imaginer que ce régime togolais réussit à me faire aimer les mathématiques. Vous pouvez imaginer ça. Euh, euh, et j'ai commencé par étudier la cryptographie. Et j'ai compris comment la cryptographie fonctionne. Et là, j'ai compris comment Bitcoin fonctionne. Et quand j'ai compris comment Bitcoin fonctionne, et c'est des cours que j'ai pris en ligne de façon très indépendante. En faisant ça, un jour, j'étais en train de prendre note et je me suis assise et je me suis dit, en fait, je comprends, dans mon effort de comprendre, ma quête de compréhension du Bitcoin, j'ai compris comment fonctionne la monnaie. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai vécu 30 ans de ma vie pratiquement et je n'ai jamais compris comment fonctionne la monnaie. Et ça fait rire en fait parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent, oh, moi je me méfie du Bitcoin parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Et quand tu leur demandes que tu sais comment le dollar fonctionne, ils savent pas. Quand tu leur demandes est-ce que tu sais comment le CFA Alors ils n'ont pas confiance dans le Bitcoin parce que c'est backé par rien. Il y a exactement, rien derrière. Ça n'a pas de valeur intrinsèque. exactement. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, que moi aussi je n'avais pas compris, c'est que le dollar, c'est un papier, c'est juste la promesse d'une valeur. La promesse d'une valeur qui est garantie par l'État américain. L'État américain peut se relever ce matin et vous dire que votre papier, là, ça ne vaut rien. Et il n'y a absolument rien que vous puissiez y faire. L'État américain peut survaluer la valeur de votre dollar. Et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes riche. Et puis demain matin, vous annonce en fait que ça a perdu 50% de sa valeur. Et il n'y a absolument rien que vous puissiez y faire. Par contre, Bitcoin, sa valeur vient de ses utilisateurs, de ceux qui l'adoptent. C'est eux qui lui confient sa valeur. Et donc là, je me dis, punaise, nous avons là une monnaie qui est démocratique, qui dépend du peuple. Et pour quelqu'un qui est extrêmement attaché à, aux valeurs de liberté, qui pense que nous devons retourner à cette époque où la vie des gens ne dépend pas des décisions d'un petit groupe de personnes qui décident de ce que vaut ton service ou tes produits. Nous devons pouvoir retourner à cette époque-là où surtout nous les Africains, on n'utilise pas une monnaie qui au final dépend des humeurs des puissances étrangères. Qui fixe les prix de nos produits de matières premières et en fonction des ventes de ces produits de matières premières détermine si notre monnaie a une valeur. Et ils vous disent, bon, aujourd'hui, votre café, on l'achète à 1 dollar. Bon, demain, en fait, on pense que ça ne vaut pas 1 dollar, on l'achète à 50 centimes. Et nous ne pouvons pas nous battre parce que c'est eux qui ont introduit la monnaie fiduciaire que nous utilisons aujourd'hui. Nous avons adopté des monnaies que nous ne comprenons pas, sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle. Au moins dans les pays occidentaux où il y a un semblant de démocratie, quand ça va mal, les populations peuvent crier sur le gouvernement et les pousser à mener certaines actions, voire les changer s'il le faut.
Mais dans nos pays, peu importe qui on change, nous avons des monnaies de singe et ça ne va pas. Même les pays d'Afrique qui se disent démocratiques ont des problèmes économiques très sérieux parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur monnaie, que ce soit le Nigeria avec le Naira, que ce soit le Ghana avec le Cedi, Mm. ou cette année 2022, par exemple, le Cedi est la pire monnaie de tout le continent africain, a perdu Mm. presque 50% de sa valeur. Vous voyez quelqu'un qui gagne 1000 Cedi, il y a, en janvier, son salaire avait l'équivalence de 150 dollars et aujourd'hui, cette personne, son salaire a l'équivalent de 90 dollars. Vous imaginez, la personne vient de perdre presque 60% de son pouvoir d'achat. Juste comme ça, sans que l'État ne puisse lui expliquer comment c'est arrivé. Et c'est quand j'ai compris comment fonctionne le Bitcoin que je me suis dit, diantre, ça fait longtemps que nous, les activistes, surtout panafricanistes, qui sommes agacés par la continuité du système colonial français, sommes en train de crier fin du CFA, changer le CFA, nous voulons notre propre monnaie. Mais consciemment, je sais qu'adopter notre propre monnaie ne suffira pas parce qu'on a au moins une Mm. trentaine de pays africains qui ont leur propre monnaie et qui ont aussi des problèmes graves. Pourquoi? Parce qu'ils ont des monnaies que même s'ils les impriment eux-mêmes, ils n'arrivent forcément pas à les contrôler. C'est décidé par les achats, les transactions étrangères. Ils doivent emprunter dans une monnaie internationale qui est le dollar. Et quand le dollar augmente, ils doivent trouver plus d'argent pour rembourser. Leur dette augmente par conséquent. Et donc, je me Ah, et puis dis, et puis il y a les effets structurels aussi de la corruption. c'est bien cela, totalement. Mm. Et là, pour une fois, je me dis, ben, là, on a une monnaie que les institutions ne contrôlent pas. Et c'est quelque chose de révolutionnaire. Et il faut que les gens comprennent. Mais j'avais toujours mes réticences. Mes réticences qui sont légitimes. Parce qu'on a eu tellement d'histoires qu'on a entendues sur le Bitcoin. Des gens qui se sont fait Mm. arnaquer juste parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, comment ça fonctionne. Et il faut dire aussi, l'information n'est pas aussi accessible que cela. Elle n'est pas totalement Mm. vulgarisée. Et donc, les gens se sont fait arnaquer, donc il y a beaucoup de côtés négatifs. Et il y a aussi la désinformation qui a été créée spécifiquement par ces institutions qui ne veulent pas voir les gens adopter le Bitcoin. Eux-mêmes, ils financent la désinformation. Et la désinformation les plus populaires, voici les trois. Le premier, c'est que Bitcoin, ça consomme trop d'énergie. Donc, c'est très mauvais pour le changement climatique. Et ça, c'est un grand mythe qu'on peut démystifier à plusieurs niveaux. Le deuxième grand mythe, c'est quoi? C'est que Bitcoin, c'est trop volatile. Vous mettez votre argent de cela, ça va partir du jour au lendemain. Mais malgré la volatilité, c'est la seule monnaie qui a le plus accru durant les 10 dernières années. Et malgré sa volatilité, elle est moins volatile que plus de la moitié des monnaies nationales africaines. Cette année, par exemple, je vous dis que le CEDI a perdu 60% de sa valeur. Le CEDI est pratiquement 3 fois plus volatile que le Bitcoin. Mais on ne dira pas ça aux Ghanéens. Ensuite, on vous dit que l'autre mythe du Bitcoin, c'est que ça va favoriser la corruption. Mm. Ça va enclencher la fuite des capitaux. Déjà, nous avons des gouvernements corrompus, une élite qui vole notre argent. Si ils ont la possibilité de le faire avec le Bitcoin, ils vont voler. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que Bitcoin, c'est une plateforme où toute transaction est immuable. Elle ne peut jamais être changée et elle ne peut jamais être effacée. Quel voleur intelligent va aller voler en utilisant un système qui ne peut jamais effacer son vol? C'est-à-dire que tu voles live aux yeux et aux sus de tout le monde. Parce que même si on utilise des codes, les transactions peuvent finalement être retracées aux personnes qui les ont initiées. Et quand on regarde les données, la somme totale de la fuite des capitaux annuelle telle que affichée par la Banque mondiale tourne autour de 300 milliards de dollars l'année. En termes de fuite des capitaux, en termes de transactions illicites, on tourne autour Mhm. de 300 milliards l'année. La somme des transactions illicites, blanchiment d'argent, trafic, etc., en anglais on parle de black money, qui s'opèrent sur les chaînes crypto, sur la blockchain totale, c'est autour de 21 millions Millions. de dollars. Ce qui veut dire que ça fait moins de 0,5%. C'est ça le mythe en fait. Les plus grandes fraudes s'opèrent avec l'argent fiduciaire, en cash. Parce que le cash n'est pas traçable.
Quelqu'un vient et te donne 10 000 $ en cash. Tu ne sais pas forcément qui avait tenu ces 10 000 $ avant toi. Tu ne sais pas par combien de mains c'est passé. Toutes les personnes qui opèrent les fausses boutiques en Afrique pour blanchir de l'argent où ils vendent une paire de chaussures à 50 000 $ pour justifier leur argent, ils utilisent le cash. C'est pas avec le Bitcoin. Tous nos leaders qui détournent l'argent du contribuable et vont les mettre dans les paradis fiscaux, c'est des mallettes d'argent qu'ils sortent. C'est pas du Bitcoin. Donc, si on veut vraiment réduire la corruption, le blanchiment d'argent, c'est plutôt le contraire qu'on doit faire. On doit adopter le Bitcoin parce que ça rend les transactions plus transparentes. Ça rend les transactions immuables et ça donne la possibilité du traçage. Et ça, c'est le mythe qu'on doit déconstruire en fait. C'est surtout le Bitcoin qui pourra nous aider à finalement mettre fin à ces conneries. Si, imagine dans les pays africains, quand on parle de campagne politique, moi j'ai supervisé les élections politiques dans 7 pays africains. Nigeria, Sierra Leone, Gambie, Kenya. J'ai été dans ces différents pays durant les périodes électorales et j'ai vu comment l'argent, le liquide coule durant les périodes électorales. Les mallettes d'argent. Une fois, j'étais en Sierra Leone durant les dernières élections présidentielles en 2018 et j'étais, Mhm. bon, je ne citerai pas le nom, mais j'étais avec des personnes haut placées durant les campagnes présidentielles. On arrive Mhm. à un endroit où ils étaient supposés engager, discuter avec les populations et on sort 2 grands sacs, les sacs que les Nigériens appellent Ghana Masgo, les sacs de réfugiés, là, les grands sacs Mhm. qu'on Mhm. utilise en Afrique. 2 grands sacs et les deux étaient remplis de cash. En fait, je n'avais jamais vu autant de cash de ma vie. Bon, il faut être aussi honnête que la monnaie sierra-léonaise, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, deux Mhm. grands sacs, ça vaut forcément moins de 100 000 $, mais c'était quand même beaucoup d'argent. Et le cash était distribué en fait comme des pop-corn. J'étais choquée parce qu'on était dans un pays où la pauvreté est extrême, où il y a pratiquement aucune infrastructure. Et je me dis, comment est-ce qu'il peut y avoir autant d'argent et les gens les gardent seulement pour pouvoir corrompre et acheter les votes? Si on décide de financer les campagnes africaines uniquement à travers les bitcoins seulement, on va réduire de plus de 80% les achats de conscience parce qu'on saura qui a donné quel argent à qui. On saura combien est sorti pour aller vers qui. Donc, si on veut tracer les transactions, il faut adopter le Bitcoin. Ensuite, ce que le Bitcoin est qu'on ne dit pas, c'est un système de comptabilité. En comptabilité normale, moi je ne suis pas comptable, hein, mais au moins en m'informant là-dessus, vous avez, en anglais, on dit accounts payable and accounts receivable. L'argent qui sort et Mhm. l'argent qui rentre. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Euh, C'est c'est les comptes de fournisseurs et les comptes clients. voilà. Avec le Bitcoin, avec les transactions fiduciaires, les transactions peuvent être changées. Et c'est ce que les gens font et ils arrivent à frauder. Il suffit de changer les chiffres sur combien est rentré et combien est sorti. Et les chiffres tombent à pic, vous ferez les audits, les chiffres seront parfaits et pourtant les gens ont volé l'argent. Mais avec le Bitcoin, il y a une troisième transaction, celle qui valide en fait chaque transaction qui est créée. Et elle est immuable. Donc, vous ne pouvez pas faire sortir tel montant et revenir changer pour dire non, j'ai fait sortir plutôt tel montant. Ça ne se change pas. Alors, rien qu'en adoptant ce système de comptabilité, vous réduisez considérablement les fraudes que les compagnies opèrent, les individus opèrent, les États opèrent, les entités opèrent. Juste, Farida, je veux peut-être ajouter un truc sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant. C'est un concept qui est hyper structurel que moi j'ai entendu, que j'ai compris il y a pas très Mhm. longtemps. J'en ai pas encore parlé sur le podcast, mais je vais profiter de l'occasion que tu me donnes là, parce que je Super. fais un peu de comptabilité dans le cadre de mon boulot. Et j'ai vu le gars qui a parlé de l'introduction du bit, qui expliquait que le bitcoin introduit ce qu'on appelle la comptabilité à partie triple. Et c'est un peu Ouais, ce que tu expliquais là. Dans c'était la ça. comptabilité normale, c'est une comptabilité à partie double. Et c'est une comptabilité dans laquelle celui qui tient le livre comptable, c'est l'entreprise. Donc Voilà. celui qui tient, qui écrit, qui fait les écritures comptables, il a la possibilité de les manipuler à souhait. Pour C'est ça. éviter ça, on fait confiance à des auditeurs, à des commissaires aux comptes qui viennent certifier ces Mhm. comptes-là.
Mais l'histoire a montré que ces gens-là sont corruptibles et que ça arrivait plusieurs fois que les plus grosses faillites, les plus gros C'est scandales ça. financiers impliquent que ces tiers qui viennent certifier les comptes-là ont Mhm. eux-mêmes traficoté les chiffres. C'est Donc, bien ce que le cela. gars il dit, c'est qu'avec Bitcoin, tu as la partie trésorerie, donc qui est enfin, qui représente tous les mouvements d'argent. Tout Voilà. ça, c'est dans la blockchain et c'est Mhm. audité en temps réel par la blockchain. Donc, tu peux rien trafiquer de ce côté-ci. Donc, Voilà. ça fait que tu as une grande partie du travail qui est pré-mâché si tu gères ta C'est bien trésorerie en cela. Bitcoin et ça vient mettre C'est de bien la cela. clarté Alors, dans les tu me comptes. reçois. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Ouais, donc je disais que à mon sens, le Nigeria, c'est le laboratoire à ciel ouvert de l'adoption du Bitcoin en Afrique. Et je pense que Mhm. ce qui est en train de s'y passer là, ça donne une idée de comment est-ce que l'adoption de Bitcoin va se répliquer dans les autres pays. Tu vois, t'as un Mhm. pays dans lequel tu as le régime en place qui est hyper hostile à Bitcoin, qui a interdit Bitcoin, qui a Ouais. même créé sa monnaie numérique de banque centrale, mais ça n'a absolument pas empêché que le Nigeria aujourd'hui soit le pays dans lequel le taux d'adoption est un des plus hauts au monde. Les Nigériens utilisent Bitcoin pour transacter ça répond à un vrai besoin des gens. Et tu auras beau faire ce que tu veux pour Ouais. l'empêcher. Si les gens veulent l'utiliser, ils vont l'utiliser. Ils vont développer les outils autour de ça. Et je trouve que ça, Ils vont toujours, c'est particulièrement magnifique. les gens vont toujours contourner, en fait. C'est ça, en fait. Ce pourquoi, c'est parce que ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que l'État, par ses mesures, ne peut qu'essayer de bloquer l'accès, mais l'État n'a aucun pouvoir sur le Bitcoin lui-même. Il ne peut pas empêcher l'existence de Bitcoin. Donc, quand on bloque l'accès, les citoyens peuvent toujours trouver des solutions novatrices pour débloquer l'accès. C'est juste une question d'accès, en fait. Euh, et plus tôt les États comprendront que ça ne sert à rien d'essayer de bloquer Mhm. l'accès, ça vaudra pour eux. Parce que Bitcoin sera là et ça existera toujours, en fait. C'est comme quand les États bloquent l'accès à l'Internet. Les gens trouvent des solutions. Donc, les gens vont toujours trouver des solutions pour contourner. Mhm. 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 Et tu vois, avec des solutions comme Ashankura où les gens peuvent utiliser Bitcoin sans Internet avec de l'USSD, genre Et, ça c'est un truc, c'est juste génial quoi. C'est-à-dire que c'est jamais venu à l'esprit des créateurs de Bitcoin ou même de ceux qui l'utilisent dans les pays en développement, les pays développés pardon, de trouver un moyen, de développer un moyen d'utiliser Bitcoin sans Internet. Mais Mhm, les gars au Nigeria, en Afrique du Sud, eux, mhm, ils sont dans un contexte où tout le monde n'a pas Internet. Donc, mhm. si tu veux que Bitcoin soit adopté, tu dois avoir des solutions d'accès à Bitcoin sans Internet. Et ils ont trouvé le truc. Et c'est en train enfin, ça monte tout doucement. Mais je sais que des solutions de ce type, il y en aura plein qui seront trouvées. Et je suis persuadé que les gens vont développer de plus en plus de Ouais, choses, d'applications spécifiques qui répondent aux besoins et au contexte africain, au contexte des pays, des, des citoyens africains. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, totalement, m'excite au plus haut point. totalement, totalement. Ok, bon, je te propose maintenant de parler de l'Africa Bitcoin Conference. Ouais, bien sûr. La conférence se tiendra du 5 au 7 décembre à Accra, au Ghana. Et on espère avoir entre 6 et 800 personnes. Ce sera un petit grand nombre. Euh, on aura des panels, des keynotes, des ateliers de formation. Les discussions vont porter sur quatre thématiques. Bitcoin et l'indépendance financière, Bitcoin et euh, euh, en fait, Bitcoin and Lightning Engineering, en français, je pense que c'est je ne sais pas si on dit ingénierie ou pas. Vous savez, moi, je Non? Mhm. depuis 14, 15 ans maintenant. Euh, mais les gens comprendront ce que c'est. On a Bitcoin and Human Rights, Bitcoin et les droits de l'homme, Mhm. et finalement Bitcoin and Economic Growth et le développement économique. Et donc, on aura des conversations qui vont porter sur tout, à savoir l'énergie, l'informatique, le commerce, les investissements, etc.
Et on est en attente des grandes figures du Bitcoin de partout dans le monde, que ce soit les compagnies nigérianes, que ce soit les développeurs nigérians, que ce soit les compagnies américaines, européennes, asiatiques, les développeurs de différentes parties du monde, des personnes qui sont vraiment à la tête de la révolution Bitcoin dans le monde. Et comme invité d'honneur, on a Jacques Dorsey, qui est le fondateur de Mm. Twitter, qui va nous rejoindre également durant la conférence. Donc, on espère que ça permettra aux gens de comprendre mieux ce que c'est que le Bitcoin. Et moi, c'est un conseil que j'ai toujours donné à ceux qui me suivent, c'est ne détestez pas ce que vous ne comprenez pas. Parce que s'il y a une attitude que l'on adopte, je pense que c'est propre à l'être humain depuis l'enfance, c'est que on déteste une matière, on déteste une matière parce qu'on ne la comprend pas. Les gens détestent les maths parce qu'ils ne la comprennent pas. Les gens détestent l'anglais parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens détestent les sciences naturelles parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce que vous ne comprenez pas Bitcoin que vous devez détester Bitcoin. Et moi, je dis aussi autre Mm. chose, c'est que Bitcoin, en fait, prenez Bitcoin comme étant le nouveau Internet. C'est-à-dire que c'est une révolution, c'est une nouvelle révolution technologique. Quand vous le prenez comme ça, vous le prenez avec un esprit ouvert et vous comprenez donc que ça offre toutes les possibilités. Quand l'Internet a commencé, personne n'aurait imaginé qu'on arrivait à un stade où on aurait un WhatsApp, où on aurait un Facebook, où on aurait un PayPal, où on aurait tous les services qu'on a aujourd'hui. De la même manière, avec Bitcoin aujourd'hui, les gens ne savent pas à quoi le marché ressemblera dans 20 ans, même dans 10 ans. Ça change continuellement, très rapidement. C'est une opportunité pour nous, les Africains, de ne pas rater une nouvelle révolution industrielle. Parce que le Bitcoin, c'est une industrie. Et les gens doivent comprendre cela. Et ne pas accepter être les analphabètes de la nouvelle génération. Il y a quelques jours, j'écrivais un post sur mon Facebook où je disais, j'ironisais en fait, je dis, est-ce que vous vous rappelez de comment au début des années 2000, les gens payaient pour qu'on leur ouvre des comptes email. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on a fait ça, on réalise à quel point on a été tellement ignorant. Il y avait des gens qu'on payait pour nous mettre des chansons sur les clés USB. En fait, c'est impensable. Euh, euh, il y en a même qui payent aujourd'hui pour qu'on installe WhatsApp sur leur téléphone parce qu'ils savent pas Mm. comment c'est fait. Je voulais rebondir dessus parce que tel que tu l'as présenté, là où il y a là où ça coince un peu, tu vois, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de bruit autour qui viennent diluer le message de Bitcoin. Je parle bien évidemment des crypto-monnaies, tu vois, parce que finalement toutes ces cryptos-là, elles se présentent comme étant, elles présentent Bitcoin comme étant la préhistoire, euh, le comment ça, le MySpace, et que le Facebook, donc la version améliorée, c'est les shitcoins qu'on voit, c'est les Cardano, les je sais pas quoi, les Ethereum, machin et tout. Et ça vient embrouiller en fait la vision d'énormément de personnes. C'est quelque chose que je trouve malheureusement dommage. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui tombent dans ce piège. Mais bon. Moi, ce que je dis aux gens qui me viennent avec ce genre de message, c'est simple. Nous ne sommes pas tous rentrés dans Bitcoin pour les mêmes objectifs. Pour certains, c'est une question de gain facile. Et ils vont te dire, oh, Bitcoin, d'abord, ils mentent aux gens en leur faisant croire que Bitcoin est trop cher, mais non, ça coûte 22 000 $, tu n'as pas 22 000 $, donc va acheter une crypto qui est à 10 $. Alors que n'importe qui peut acheter, on n'a pas besoin d'acheter tout un coin, on peut acheter les Satoshi, avec 1 $, on peut acheter en fait une partie du Bitcoin. Mais Mhm. ce que moi je dis, c'est que je ne suis pas rentrée dans le Bitcoin pour avoir de l'argent facile. Les gens qui sont désespérés par leurs conditions de vie et veulent des portes de sortie en se disant que je mets 10 000 francs CFA, je dors, je me réveille et j'ai 50 000, moi je leur souhaite bon vent en fait. Le temps leur donnera peut-être raison ou tort. S'ils deviennent des milliardaires, c'est tant mieux. Moi, j'ai adopté Bitcoin à cause de sa philosophie. J'ai adopté Bitcoin pour des raisons intrinsèquement convictionnelles. Et moi, je regarde l'avenir.
Pour moi, Mhm. le plus important, qui, ce n'est pas qui a commencé, mais c'est qui va finir la route. Et Bitcoin nous a donné toutes les garanties que seule elle peut finir la route. Ils peuvent présenter leur monnaie comme étant plus nouvelle que le Bitcoin, etc. Mais ce n'est pas une nouveauté qu'on cherche en fait. La solution, on l'a. Les gens peuvent recopier, inventer pour différentes raisons. Ils ne pourront pas réinventer le Bitcoin. Le Bitcoin existe déjà. On peut améliorer l'accès au Bitcoin. On peut faciliter améliorer la sécurisation du Bitcoin. Mais on ne peut pas recréer Bitcoin. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à faire. Voilà pourquoi ils créent des différentes monnaies qu'ils appellent faux coin, show coin, D coin, la coin. Donc je dis, les gens peuvent créer toutes les monnaies de ce monde, ils ne peuvent pas réinventer Bitcoin. Et c'est pas pour rien que c'est Bitcoin qui occupe plus de 80% du marché. Bitcoin, c'est d'abord une philosophie et ne peuvent l'adopter que ceux qui l'ont compris. Et nous, en tant que Bitcoiners, on ne peut que faire l'effort d'informer les gens sur ce que c'est, mais libre à eux de choisir de s'investir dans autre chose qui mettra leurs économies en péril. C'est tout. Ok, c'est une très belle manière de penser que je partage par ailleurs. Je veux juste revenir sur l'Africa Bitcoin Conference. En fait, ce que tu n'as pas dit, c'est que ce sera la plus grande conférence Bitcoin en Afrique. Je pense on n'en a pas encore vu une conférence de ce calibre-là. Tu annonces Jack Dorsey. Ça annonce du lourd, là. Oui, ça sera la plus grande conférence Bitcoin en Afrique et l'une des plus grandes au monde. Peut-être pas en termes de J'espère. nombre, peut-être pas en termes de nombre, mais en termes de calibre d'invités qu'on a. Et c'est une chance pour nous. Mhm. Et moi, j'ai voulu qu'on aille au haut niveau. Quand j'ai commencé et les gens, certains qui essaient de dire, bah, est-ce que tu penses pas que le budget est un peu trop? Est-ce que tu penses pas qu'on peut faire un truc très simple? On prend une salle d'université, etc. Je dis, les gens comprennent en fait que Bitcoin, c'est pas de la blague. Bitcoin, c'est pas tout simplement pour les profanes, pour les petits jeunes désœuvrés qui se cherchent, Mhm. Mhm. les chômeurs qui savent pas quoi faire de leur vie. Bitcoin, c'est de l'emploi. Bitcoin, c'est du business. Bitcoin, c'est de la politique. Bitcoin, c'est de la science. Il faut que les gens voient eux-mêmes comment Bitcoin fonctionne avec les grands du secteur. Voilà pourquoi j'ai voulu faire un événement de taille pour qu'après cet événement, les gens puissent comprendre que vraiment, ça, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas un truc illusoire, c'est du réel, c'est du concret. Et ça peut vraiment changer les vies. Ouais. Ouais, et ça, t'as d'abord mes félicitations pour ce que vous avez fait jusque-là, pour ce qu'on voit, et puis tous mes encouragements, on croise les doigts pour que ça se passe le mieux possible. J'avais une autre question par rapport à ça, justement. Je sais pas si vous prévoyez d'avoir euh, un talk ou une conférence en français. Tous les talks seront en anglais, hein, du coup. Toutes les conversations seront en anglais. La langue officielle de la conférence sera l'anglais. Ok. Quelque chose on a essayé de jauger. Au début, on voulait faire une conférence bilingue, mais on n'a pas suffisamment d'intervenants francophones pour justifier le coût extravagant d'une conférence bilingue. Parce qu'on Ouais, a je 800 personnes, ça sera 800 personnes faudra équiper d'un écouteur, etc. comprends. Euh, et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que il y aura de la traduction en français. Mhm. Ceux qui viendront, qui seront francophones, qui sont plus à l'aise à écouter le français. Mais toutes les conversations sur le panel auront lieu en anglais. Donc, Ok. seuls les francophones peuvent opter pour les casques pour pouvoir écouter la traduction en français, mais tous les intervenants parleront en anglais. Ouais. Ok, ok, pas de souci. Bah écoute, moi, ça aurait été avec plaisir. Je prévoyais d'y aller, mais malheureusement, en fait, il y a le Dakar Bitcoin Days avant, le week-end avant, ouais, donc je serai à Dakar plus tôt.
Donc je pourrais pas être à Accra, mais bon, moi je suivrai la conférence en live. Ce sera diffusé en live. Oui, ce sera diffusé en live. Ce sera diffusé en Euh, live. ok, donc Ouais, je suivrai la conférence en live et puis je vous d'accord. envoie tous mes encouragements et mes vœux de Merci. succès pour ce truc. Merci. Vraiment félicitations pour ça. Merci. Grand merci pour tout le soutien et félicitations à vous également pour le travail que vous faites pour essayer de vulgariser l'information autour du Bitcoin. Non, il n'y a pas de souci, merci à toi. Je te propose qu'on termine sur la question habituelle du podcast, à Mhm. savoir quel bitcoiner francophone tu souhaiterais voir passer sur ce podcast pour parler de Bitcoin. Sérieusement, je n'en connais pas. Je ne veux pas mentir. En fait, je suis une personne qui, depuis toujours, j'ai résisté à l'appellation francophone. Je ne me définis pas comme une francophone parce Ok. que je parle couramment 6 langues. Le Ah français est la ouais. seule langue que j'ai appris à parler. Ok. Et je pense que c'est un mythe de définir notre identité linguistique par l'identité coloniale. Et donc, pour moi, il y a des bitcoiners africains et c'est tout. Francophone, je sais pas. S'ils parlent français, c'est tant mieux. Mais moi, Bon, je allons n'ai. sur ça. Bitcoiner africain, Faïda. Ok, d'accord. Euh, je pense que ce serait bien d'avoir quelqu'un comme Obi Nwosu, qui est du Nigeria, qui est très bien sur Bitcoin. Il a développé une solution qui est vraiment formidable dans le secteur. C'est Euh, Bitnob, c'est ça? non, c'est Feli. C'est Ah, Feli. Sediment, ok. Mhm. Et puis, il y a également Abdou Ndiaye, qui est du Sénégal, qui est très bien également. C'est quand le professeur Abdul Le Ndiaye. professeur, Ok, ouais, oui, je vois qui c'est. Je dois le rencontrer à Dakar, donc je vais en ouais, profiter. De New York University. Mhm. Il est également très très bien. Ouais. Euh, Ok, donc voilà les personnes que je pourrais suggérer. Yeah. ok, merci beaucoup pour ces noms, Faïd. Je vais essayer de les contacter et puis dans la mesure du possible, faire Super, un épisode avec eux. super, ça marche. Ça En tout marche. cas, Bon, merci beaucoup, Faïda. Ce fut un plaisir de t'avoir et puis j'espère qu'on se verra bientôt. d'accord. Bonne soirée alors. Au Allez, revoir. au revoir, Faïda. Au revoir. Tchuss. Bye. Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.